Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Angle de vue qui permet le décryptage de l'actualité sur le continent africain. 3 sujets sont au menu de l'émission du jour. D'abord, depuis 2013 et le début de la crise qui a vu la République centrafricaine plonger dans le chaos, c'est le 8e accord signé. Celui-ci, pourtant, a de fortes chances de connaître le même sort que les 7 précédents, à savoir une mort prématurée en cause, la formation du premier gouvernement issu du dit accord et qui ne confère, selon les groupes armés, ni la primature, comme ils en avaient fait le vœu lors des discussions à Khartoum, ni aucun autre ministère régalien à leur camp. Des aveux de plus de la moitié des groupes armés, démission de ministres, le Kwanakwa de François Bozizé ainsi que le parti de l'ancien Premier ministre Anissé Georges Dologuélé. L'Union africaine s'est donc vue obligée de sortir pour appeler au calme et à la retenue. Qu'est-ce qui empêche la formation d'un gouvernement inclusif, un gouvernement avec des personnes détenant des armes? Est-il la solution pour le retour de la paix pérenne en Centrafrique? Quelle solution y a-t-il aujourd'hui pour que cet accord ne sombre comme les précédents? Ensuite, en République démocratique du Congo, les élections qui ont eu lieu depuis le 30 décembre de l'an 2018 et l'opposant Félix Tshisekedi a été investi le 24 janvier, mais depuis cette date donc, soit bientôt 2 mois plus tard, force est de constater qu'il a toutes les difficultés du monde à former un gouvernement. La faute sans doute à la majorité absolue conservée par le Front commun du Congo FCC, la majorité de son prédécesseur Joseph Kabila. Kabangé Félix Tshisekedi peut-il réussir son mandat? Joseph Kabila ne continue-t-il pas de gouverner le Congo même après son départ? Sa promesse de libérer tous les prisonniers politiques et de vrai retour de tous les exilés est-elle réalisable? Quid de Martin Fayulu qui continue de se considérer comme président élu et décline le poste de député de la province de Kinshasa à l'Assemblée nationale? Enfin, au Sénégal, le Conseil constitutionnel a validé la réélection au premier tour du président sortant Macky Sall avec un score confortable de 58,26% des voix, loin donc devant ses 4 concurrents de l'opposition qui ne sont pas allés contester cette élection. Ils ont pourtant tous ensemble rejeté les résultats en dénonçant une prise en otage du scrutin par le sortant Macky Sall. Ce dernier a tendu la main à l'opposition dans sa première sortie après la confirmation de sa réélection. Le Sénégal ne pourrait asseoir son développement avec le travail d'une seule personne, mais plutôt de l'ensemble de ses fils, a-t-il dit. Des propos forts qui résonnent comme une main tendue à l'opposition. Est-ce la fin de la chasse aux sorcières dénoncée par opposants et société civile? Quelle doit être la stratégie de l'opposition sénégalaise? Le président avait parlé d'une possible amnistie pour les opposants en prison s'il était réélu. Que doit-il faire aujourd'hui? Bilan du plan Sénégal émergent et sur quel levier axer le deuxième mandat du président Macky Sall. Nous parlerons aussi du Bénin, si le temps imparti à cette émission le permet. Afrique, crise et élection, médiation et opposition. Pour quel résultat? C'est le thème central de cette émission. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. Place au débat du jour sans plus tarder. On revient juste après ceci. Aujourd'hui, sur le plateau de Angle de vue, avec nous d'abord Kémy Séba. Bonjour. Bonjour mon très cher frère. Vous êtes président de l'ONG Urgence panafricaniste. Un plaisir de vous avoir chaque fois sur ce plateau. Face à vous, Victor Emmanuel Ekwa Bébé 3. J'espère que je prononce bien. Vous êtes journaliste, coordinateur de la communication Afro-Baromètre pour l'Afrique francophone. Ma première question est pour vous, Kémy Séba. 8 accords de paix depuis 2013, mais visiblement aucun ne semble en mesure de mener la Centrafrique à une paix durable. Pourquoi, selon vous? Moi, je relativise beaucoup en ce qui concerne les critiques liées au dernier accord de Khartoum, en ce qui concerne la situation de Centrafrique. On a 14 groupes d'accord, oui, qui, au départ, s'étaient réunis. C'était un exploit déjà de pouvoir les réunir. On en a eu 4, puis 5 qui se sont mobilisés pour dire, ou plutôt démobilisés, pour exprimer qu'ils ne se reconnaissaient pas dans cet accord, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux, contrairement à ce qui avait été initialement prévu dans le gouvernement. Mais j'ai arrêté l'école il y a longtemps, mais 5 sur 14,
c'est pas la moitié. Non, on en est aujourd'hui à 8. Non, non, attendez. Sur les 3 derniers, l'accord, le retrait n'est pas définitif. C'est-à-dire qu'ils demandent à ce qu'il puisse y avoir des changements et des restructurations par rapport aux postes qui ont été proposés aux uns et aux autres. Mais il y a des réserves. Mais les réserves ne sont pas les réserves, si vous permettez que je puisse terminer de parler, les réserves ne sont pas des refus définitifs. Il y a par contre, dans ces 14, un certain nombre de personnes, en l'occurrence 3 précisément, qui eux disent fondamentalement qu'ils sont prêts par tous les moyens à s'opposer justement à cet accord et à ce gouvernement qui a été effectué. Donc on est dans une phase transitoire qui nécessite encore des échanges, qui nécessitent encore de la diplomatie. On est très loin de tous les accords précédents qui ont été effectués où, dès le départ, il n'y a même pas eu la possibilité que, ne serait-ce que 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 puissent dire « nous nous reconnaissons dans cette démarche ». Mais maintenant, il faut qu'on aille au fond du sujet. Le vrai problème de cet accord de Khartoum, c'est que le papa colonial éternel de la République centrafricaine n'avait pas sa place dans cet accord. Et tout a été fait pour siphonner justement. Vous voulez parler de la France? C'est vous qui jetez une pierre dans le jardin de la France. Je n'ai pas cité ce pays. J'ai parlé du papa colonial. Mais peut-être que vous reconnaissez la France comme étant le papa colonial de la Centrafrique. Ils sont très intelligents et comprennent très... savoir ce que Kémy Séba dit. Mais je peux juste terminer. Je conclus mon propos en vous disant, déjà les téléspectateurs ne sont pas stupides. Donc quand on dit papa colonial de la France, ils savent pertinemment de qui je parle. Papa colonial de la Centrafrique, ils savent pertinemment de qui je parle. Lapsus très révélateur. Voilà. Et enfin, pour terminer, parce que je pense que c'est extrêmement important qu'on puisse insister sur ce fait, quand on parle justement de cette France-là, dès le départ, la France est allée voir tous ces groupes armés en disant ne signez pas cet accord de Khartoum. Ah bon? Parce que, et j'assume mon propos publiquement, parce que j'ai des informations, on est très implanté, notre ONG est très implantée en Centrafrique et très implantée aussi autour, on va dire, de certaines arcanes du pouvoir. Il y a notamment un certain monsieur Jules Njaoué, qui est un des conseillers du président de la République de RCA aujourd'hui, qui était un ancien d'ailleurs camarade, collègue d'Afrique Média, qui pourra confirmer mon propos. La France a tout fait pour faire capoter cet accord parce que un accord dans lequel elle n'est pas installée ne va pas dans la dynamique et dans la possibilité pour eux de pouvoir laisser leur influence prospérer dans ce pays. On sait très bien que depuis quelque temps, il y a des tensions, pour ne pas dire des scansions politiques entre la France et la Russie, qui aujourd'hui est un des partenaires les plus privilégiés du président de la République de RCA. Et donc, dès lors que la France n'a pas été dans cet accord-là, elle s'est dit que c'était un accord soi-disant qui a été géré par les Russes, chose qui est pourtant beaucoup plus complexe. Et donc je terminerai en disant qu'il faut attendre le dénouement de cette affaire, ne pas crier au loup trop rapidement. Tout le monde ne s'est pas démobilisé. Vous avez parlé de 8. Dans ces 8, je vous dis qu'il y en a qui sont encore dans une période transitoire et qui sont dans une démarche de dialogue. Rien n'est terminé. Attendons de voir ce que ça va donner avant de jeter des conclusions hâtives. Quand on voit plusieurs personnalités, notamment le parti Kwanankwa de l'ancien président François Bozizé, qui retire en la personne de son secrétaire général qui était ministre, qui se retire donc, qui démissionne de ce gouvernement-là. On a vu le parti de Anicet Georges Dologuilé, ancien Premier ministre aussi, qui se retire du gouvernement et qui émet donc des réserves. On a l'impression que c'est un éternel recommencement en République centrafricaine. Qu'est-ce qui peut l'expliquer, selon vous, Victor Emmanuel Ekwabébé? Je pense humblement que la réponse à votre question est dans la question, parce que il faut aller... En introduction, vous avez parlé de la crise depuis 2013, mais il faut dire que depuis l'indépendance, ce pays n'a jamais été stable. Et ça fait mal. Là, je parle d'une expérience personnelle où au cours d'un voyage, on a fait escale à Bangui, juste une escale. Je ne suis pas sorti de l'appareil, mais de mon hublot, je voyais des camps de réfugiés. J'ai eu très mal en tant qu'Africain. Et c'est vous dire que dans ces accords qui ont été signés à Khartoum, qui arrangent certains, n'arrangent pas d'autres, et qui, chacun selon celui qui tire les ficelles dans son dos, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut remonter beaucoup plus loin. Il y a déjà un problème au niveau de la République centrafricaine, qui est le problème de la majorité des pays d'Afrique noire, francophones surtout, c'est l'éducation. Je crois que le taux d'alphabétisation tourne autour de 56% dans ce pays. Et donc vous avez une élite très manipulatrice
Et qu'on le veuille ou non, des gens comme Bozizé et bien d'autres, qu'ils aient été patriotes à un moment donné et aient tourné leur veste après, là n'est pas la question, mais on est en train de refaire avec les mêmes. Et on est en train de refaire avec les mêmes partenaires, notamment la France, qui a toujours son mot à dire. C'est un véritable problème. Vous savez, on dit souvent qu'il vaut mieux avoir de mauvais arrangements qu'un bon procès. Une république comme celle-là, qui sort de 4, 5, 6 décennies d'instabilité, non, qui essaye de sortir, je m'excuse, qui essaye de sortir de 5 à 6 décennies d'instabilité, a plus besoin que ses enfants se retrouvent et parlent entre eux, sans un intrus. Et là, on se dit les vérités cachent. Mais tant qu'il y aura toujours une influence extérieure, ce sera un peu difficile parce que l'intérêt des uns n'est pas forcément l'intérêt des autres. La réalité que vit le citoyen lambda centrafricain n'est pas forcément la réalité de son élite qui a connu de grandes écoles, qui a connu un autre mode de vie à l'extérieur du pays. Donc je pense qu'il est question d'abord de s'asseoir entre frères. Maintenant, une fois que sur les 14 groupes, on aura au moins 8, je dirais même 10, qui seront plus ou moins d'accord avec le partage des privilèges, parce que c'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas forcément le bien-être du peuple qu'ils sont en train de discuter, mais une fois qu'ils seront plus ou moins d'accord sur le partage des privilèges, les groupes qui seront en minorité pourront être entre griffes, écartés ou écrasés. Je ne sais pas quel est le mot politiquement correct, mais c'est pour dire qu'on ne pourra jamais satisfaire tout le monde, sinon on n'en sortira pas. Mais visiblement, on a l'impression qu'autour de cet accord-là, il y avait quand même un consensus sur certains ministères régaliens accordés aux groupes armés. Mais il n'en est rien. Le Premier ministre est toujours un ancien, sinon fidèle des fidèles du président Touadéra. Aucun ministère régalien n'a été donné aux rebelles. Donc visiblement, bien loin, je dirais, du malheur du peuple centrafricain. C'est juste le partage du gâteau national qui est la priorité des hommes politiques ou des groupes armés aujourd'hui. Pourquoi le président Touadéra ne prend pas sur lui la responsabilité de ce partage-là pour satisfaire les gens, puisque visiblement, il ne peut pas contrôler militairement ou territorialement son pays aujourd'hui. Ce serait difficile de dire avec précision pourquoi, parce qu'il y a ce que nous montrent les caméras et ce qui se passe derrière. L'envers du décor. Malheureusement. Donc, sur cette question, je m'abstiens un peu, mais je tiens aussi à noter que Touadéra n'est pas tombé du ciel. Il est arrivé, il a été élu en 2016 avec le soutien d'un certain nombre de personnes qui, dans le même temps, collaborent ou coopèrent avec peut-être des gens du camp d'en face. Donc, difficile à ce moment-là de trouver le véritable consensus. La phrase qui dit l'ami de mon ami est mon ami n'est plus forcément vrai ici. Donc il est question de prendre le temps que ça prendra. Je pense que les accords à la va-vite ne sont pas la solution. On reviendra dans le même problème de Je pense objectivement que le problème, avec amour je le dis, n'est pas bien posé. On oublie que Touadéra, son gouvernement précédent, était composé de bon nombre d'adversaires. C'était un gouvernement de coalition déjà. On demande à Touadéra de quitter ce gouvernement qui était déjà un gouvernement compliqué, où il y avait une paralysie structurelle qui était présente, et de migrer vers un gouvernement, cette fois-ci, où la majorité des postes régaliens, ou une bonne partie d'entre eux, seraient confiés à des milices qui ont fait la guerre depuis un certain nombre d'années. Même un gorille réfléchirait de manière plus fine. Il arrive un moment où, quand vous voulez reprendre le contrôle de votre pays, vous avez parlé tout à l'heure du peuple, les intérêts des milices, ce ne sont pas les intérêts du peuple. Les milices sont des seigneurs de guerre qui, bien souvent, terrorisent le peuple de Centrafrique. Touadéra a réussi à stabiliser progressivement. Je ne me pose pas comme un défenseur aveugle de ce dernier, mais j'essaie d'analyser de la manière dont il a pu évoluer. Au départ, il y avait différents partenaires géopolitiques qui étaient là. J'ai entendu le frère qui dit quelque chose d'important. Il faut que les frères puissent se réunir entre eux, parler entre eux, sans intérêt ou sans acteurs extérieurs. Mais ça, c'est Mamadou au pays des merveilles. Je t'aime, mon frère. Mais il faut qu'on se le dise. Il y avait que l'Union africaine. Oui, l'Union africaine qui est financée à 80% par des forces exogènes. On ne va pas faire un cours de sciences politiques ici. La seule chose que je dis, c'est que Touadéra doit être dans une dynamique de pouvoir récupérer une stabilité. Il n'obtiendra pas cette stabilité en chassant des ministres pro-français comme il l'a fait très récemment, parce qu'on n'en parle pas assez. Il y avait des ministres qui avaient des postes extrêmement importants, comme si je ne m'abuse, je crois que c'était le ministre de l'Intérieur, vous me corrigerez si je me trompe, qui était connu pour être un francophile ou un francolâtre, un adorateur de la France. Nationale aussi. Aussi, mais je veux dire que le ministre des Affaires intérieures, le ministre de l'Intérieur a été, si je ne m'abuse, expulsé il y a peu de temps de cela, en décembre. Et
D'autres, eux aussi, ont été virés. On arrive à une situation où maintenant on lui dit, les gens qui t'ont fait la peau, qui veulent tout faire pour faire un coup d'État contre toi depuis, il faut que tu leur donnes les postes les plus importants du gouvernement. Et donc tout le monde pense que Touadéra va dire, ah oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Donc l'accord est mort. Non, c'est pas l'accord est mort, c'est qu'il faut que chacun puisse... Parce que le vrai problème, c'est pas tant les postes. Faut pas qu'on se mente, les seigneurs de guerre, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des moyens, ils veulent des richesses, ils veulent du pouvoir. Le pouvoir ne se traduit pas uniquement par les postes régaliens. Il peut avoir des délégués, des ministres délégués, il peut avoir des secrétaires d'État, etc. Mais il est important, je pense, que Touadéra puisse garder le contrôle de ce gouvernement tout en essayant de satisfaire, que ce soit mal, c'est malheureux de le dire, mais financièrement et autres, les différentes milices qui étaient présentes à cet accord de Khartoum. Et je pense que ça faisait aussi partie des clauses et des conditionnalités. Voilà, l'embargo sur les armes reconduit par le Conseil de sécurité de l'ONU, est-ce que cela peut expliquer aussi, je dirais, la faillite de l'État centrafricain à couvrir militairement son territoire et pourquoi pas à en finir avec ces milices qui, quoi qu'on dise, couvrent une large partie du territoire? Oui, il y a ce qui est dit dans les papiers, ou alors sur les papiers, il y a la réalité du terrain. Difficile avec une population de quoi environ 5 millions d'habitants sur un territoire immense. Ouais, voilà, immense, aux richesses incommensurables. Difficile d'avoir le contrôle sur quoi que ce soit. On parle souvent de la prolifération des armes après la destruction de la Libye. C'est une réalité pour toute l'Afrique subsaharienne. Où est-ce que les milices s'approvisionnent? Qui finance qui fait quoi? Donc, l'embargo de l'ONU, moi, je pense que c'est un vœu pieux. Dans quelle mesure Faustin Archange Touadéra, qui peut-être au sein de l'armée républicaine même a des rebelles sans le savoir, comment est-ce qu'il pourra et contrôler la sienne et contrôler celle des différentes milices? C'est difficile. Maintenant, on nous prendra le prétexte des forces de la force de l'Union africaine ou de la force de l'Afrique centrale, ou pire, des forces occidentales, pour venir essayer de réguler les choses ou de l'aider. Mais on se rend compte que, et je le répète, c'est depuis l'indépendance entre griffes, rien n'a jamais marché. Et c'est pour ça que moi je mets la priorité sur le dialogue, et un dialogue franc. Kémy a parlé du pouvoir, tout le monde est à la quête de ce pouvoir-là, mais c'est-à-dire il faut s'asseoir et dire, ok, tu veux quoi? Voilà, terre à terre. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu veux? C'est ce qui s'est passé à Khartoum, mais visiblement, Touadéra non, à Khartoum, il y a les caméras. Moi, je ne parle même pas de ça. Il faut se parler franchement. Et la discussion peut prendre 2, 3, 4 ans, mais qu'à la fin, on se dise, écoute, on a fini avec cette affaire. Dans le schéma actuel, ce n'est pas l'impression que j'ai. Il faut voir l'accord de Khartoum comme un début et pas comme une fin. C'est ça le problème, c'est que les gens se sont jetés dessus en disant, enfin, on touche à la fin d'une histoire, alors qu'en réalité, il y a plusieurs étapes. Quelque part, est-ce que si vous avez des armes et qu'on vous promet quelque chose et qu'on ne vous l'offre pas, est-ce que ce n'est pas normal de dire est-ce qu'on est au courant de tout ce qui avait été promis et tout ce qui avait été énoncé aux accords de Khartoum? Ne doit-on pas démilitariser forcément? C'est l'objectif. Avant. C'est l'objectif, mais malheureusement, démilitariser qui? Quand... Mais toutes les forces... Non, parce qu'il y a certaines, justement, qui peuvent être plus liées à d'autres, au président, par exemple, que d'autres. Il y a certaines qui peuvent avoir plus de facilité de communication et d'échange, et avec lesquelles une convergence peut être effectuée. Et il y en a d'autres qui ne le peuvent pas. Donc, certaines ne vont pas accepter d'être démilitarisées, quand d'autres vont continuer à garder leurs armes. C'est tout à fait normal. Mais tout à l'heure, le frère a dit quelque chose d'important. Depuis les indépendances, ce pays ne va pas. Je pense que vous n'avez jamais volé, vous n'êtes pas un braqueur, vous n'avez pas la tête à l'emploi. Vous non plus, et moi non plus. Mais celui qui veut voler, généralement, il aime que ce soit le chaos dans la boutique qu'il veut cambrioler. Quelqu'un qui veut voler des bijoux, il faut que ce soit la panique dans la bijouterie que vous allez cambrioler. Eh bien, quand vous montez les ethnies les unes contre les autres, des villages ou des régions les unes contre les autres, vous faites en sorte que pendant qu'ils se tapent dessus, vous prenez les diamants, vous prenez les richesses, et c'est ce qui s'est passé en RCA depuis. Et aujourd'hui, on a quelqu'un comme Touadéra qui a compris qu'il y a un voleur depuis tant d'années, au hasard, qui ressemble un peu à Macron ou à son pays, et qui, c'est un hasard, ce n'est pas une accusation, et qui est dans une optique de tout faire pour maintenir ce chaos, et qui va parfois même jusqu'à payer certaines milices pour que celles-ci refusent les accords. Ce n'est pas une accusation, c'est une réflexion politique. On est peut-être dans une analyse prospective pour voir qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, et même voir aussi ce qui s'est passé hier. Et donc je dis simplement, observons la manière dont Touadéra géostratégiquement est en train d'essayer de s'allier à différentes forces qui peuvent l'aider aussi pour stabiliser le territoire. Il ne faut pas qu'il n'y en ait qu'une seule d'ailleurs. Je pense qu'il faut qu'il y ait une pluralité d'alliances aussi.
autant africaine qu'extérieure, pour que l'on puisse être dans une dynamique de sortir le cambrioleur nommé France de la boutique nommée RCA. Des pistes de solutions aujourd'hui pour la République centrafricaine? Oui, oui et non. En fait, il y a un oui, mais. Le oui, mais, c'est que, vous savez, si votre domicile prend feu, avant que les sapeurs-pompiers n'arrivent, c'est vos voisins qui vont vous aider à éteindre le feu. Et le cas de la Centrafrique me préoccupe au plus haut point de ce que ce pays entouré, de pays comme le Tchad, le Cameroun, le Soudan, les deux Congos. Et je me demande, mais pourquoi ceux-là n'essayent pas de jouer un rôle? Est-ce que c'est parce que chez eux-mêmes déjà... Il y a des problèmes. Voilà, peut-être. Mais je pense encore que le soutien, tout au moins le conseil, même si c'est pas le soutien, le conseil du voisin ou du frère ou de l'ami, fût-il un brigand lui aussi, mais c'est le cas de le dire dans la région, ou quelqu'un de peu recommandable, serait important. Je serais plus heureux de voir à la réunion de Khartoum les présidents ou ministres des pays des pays limitrophes de la RCA plutôt que de voir des gens venus de très loin. Ça, pas peut-être pour imprimer un modèle qui fait jaser chez eux, mais pour essayer de dire, écoute, toi et moi, nos forces armées collaborent. Est-ce que tu peux pas procéder de cette façon? J'ai eu à discuter, avant que toi tu ne viennes au pouvoir, tous ceux qui t'ont précédé, je les connais. Est-ce que tu souhaiterais que j'aille leur parler? Peut-être que moi, ils m'écouteront. Mais est-ce que ça n'a pas déjà été fait, ça, depuis tant d'années? Quand il y a les commissions de l'Union africaine qui viennent intervenir, c'est quoi? L'Union africaine, c'est le club des présidents auto-élus qui viennent donner des conseils à d'autres. Est-ce qu'on peut se retrouver dans une situation crédible avec vous l'avez dit tout à l'heure, mon frère, des criminels, des dictateurs? Biya, qui est là depuis 150 ans au Cameroun, va venir donner des conseils à Touadéra pour savoir comment stabiliser les choses. Pourquoi pas? Je pense qu'il arrive un moment où quand vous voulez sortir... Il a une expérience. Dans le crime, oui. Mais je ne sais pas si c'est ce qu'on veut. En tant que chef d'État, en tant que dictateur, en tant qu'autocrate, oui. Certainement. Mais moi, je vous donne un exemple simple. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut en RCA. Si on veut des conseils en dictature, appelons Paul Biya. Si nous voulons des conseils, justement, en disparition de la démocratie, appelons Paul Biya, appelons Idriss Déby, appelons tous ces dirigeants qui sont en effet la Champions League de la dictature. Donc, finalement, si maintenant on veut des conseils en démocratie, c'est comme quand je veux regarder du football, si je veux du football sérieux, je ne veux pas voir le PSG, parce qu'on sait toujours qu'en huitième de finale, ils vont se faire éliminer. Si maintenant on veut autre chose de plus sérieux, on va voir la Juventus de Turin. Eh bien, je dis que en démocratie, qui ici représente la Juventus de Turin? Des gens comme monsieur le président du Ghana, par exemple, et peut être un élément de réflexion parce qu'il prouve... Mais n'a-t-il pas déjà trop de dossiers? Il a trop d'affaires à gérer. Mais Biya n'a pas trop d'affaires, ne serait-ce que dans son propre pays. La CEDEAO est là. J'ai l'impression aussi que... La CEDEAO quoi? Mais Nana Akufo-Addo a plusieurs chats à fouetter. Il était au Togo récemment. Ah bon? Et donc parce qu'il a plusieurs chats à fouetter. Mais l'Union africaine, donc on est très loin de l'unité africaine dont parlaient nos pères, puisqu'on n'est même pas capable de se déplacer d'une région à une autre. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des différences et des difficultés pour voyager de la CEDEAO à la CEMAC dans ce cas. Encore qu'avec son départ du FMI et de la Banque mondiale, il a beaucoup de difficultés à gérer le quotidien. Il s'en sort bien quand même. Nous allons évoluer. Sur ce plateau en République démocratique du Congo, les anciens ministres continuent de gérer les affaires courantes. On a l'impression que le président Félix Tshisekedi Tshilombo a d'énormes difficultés pour asseoir, je dirais, sa politique. Qu'est-ce qui peut l'expliquer selon vous? Alors là, on passe d'un cas vraiment particulier à un autre, tout à fait différent. La RDC, c'est malheureusement là aussi, beaucoup de groupes armés, notamment dans l'Est. Maintenant, pour ce qui est des villes principales, la région de Kinshasa, la région de Lubumbashi, vous avez des forces politiques qui ne sont pas forcément, satisfaites des résultats de cette dernière élection. Je crois que dans la région de Béni, on a environ 1 million qui n'ont pas voté. Voilà. Et là, c'est des lobbies qui sont en train de se bousculer. Je pense qu'en introduction, vous avez fait mention de Fayulu qui continue. Pour lui, la campagne n'est pas finie. Il dit qu'il est président élu. Bon, voilà. Donc, dans ce contexte, que peut faire Tshisekedi? On a parlé en off comme en live de certains accords entre Kabila et lui. Kabila qui aurait donc fait un pied de nez à toute la classe politique et même à l'Occident en acceptant, si je peux me permettre le terme, Tshisekedi. L'investiture a été faite, c'est lui le président. Mais alors, est-ce que Tshisekedi, dans sa peau d'opposant ou du fils de l'opposant historique,
maîtrise tous les contours des arcanes du pouvoir congolais, ou alors c'est quelque chose qu'il voyait de loin et qu'il découvre. Moi, je pense qu'on a l'habitude de dire, Kémy a fait tout à l'heure allusion au football, je tire un peu quelque chose de là. Dans un match, les 15 premières minutes, on dit souvent c'est le round d'observation. Après une élection, le nouveau président a à peu près 6 mois, 1 an, parfois 2 pour les plus cléments, pour les populations les plus clémentes, une sorte de lune de miel pendant laquelle on dit écoutez, il vient d'arriver, on le laisse le temps de prendre la conscience des choses. Je pense que c'est dans cette logique-là que Félix Tshisekedi se trouve. Dire tout de suite qu'il n'est pas à même de diriger ou qu'il est très à même de diriger, c'est trop tôt pour moi. Donc je ne vais pas donner tout de suite un avis. Voilà, et Kémy Séba, aujourd'hui, on a l'impression qu'il a des difficultés à asseoir une politique. On voit de conciliabule en conciliabule. Il a reçu Kabila déjà plus d'une fois pour parler, notamment de la primature, qui doit revenir à la majorité à l'Assemblée. Finalement, il n'y a toujours pas de Premier ministre, il n'y a pas de gouvernement. Il y a plutôt une compression qui fait que aujourd'hui, on interdit aux ministres élus, députés, de faire le cumul de postes. On a l'impression qu'on est en plein tâtonnement aujourd'hui en République démocratique du Congo. Il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Première chose, je ne nierai pas, parce que sinon ça pourrait être mal interprété, que je parle ensuite, que je donne une analyse sans que la tête de cette analyse soit énoncée. Félix Tshisekedi est un ami personnel, d'accord, que je connais depuis Bruxelles, depuis la Belgique. C'est un frère, et c'est quelqu'un que je sais être un profond amoureux de son peuple, de l'Afrique de manière générale, et du Congo en particulier. Ça, il faut que ce soit dit. Une fois que j'ai dit ça, maintenant je peux aller dans le fond du sujet. Félix est le fils d'un homme qui a été le plus grand opposant, j'ai envie de dire, oui, de l'histoire du Congo. C'était même sa profession politique, être opposant au système en tant que tel, en bien comme en mal, mais c'était un homme qui était dans cette direction et qui tenait plus que jamais son rôle. Félix est arrivé à un moment de l'histoire où Kabila, que certains ont trop qualifié de bête pendant des années, beaucoup de gens l'ont pensé moins stratège qu'il l'était, et il se trouve au final être le plus malin de toute la classe politique congolaise. Kabila savait que si il est face à un candidat, ou si le candidat le plus hostile à ses intérêts gagne les élections, quelqu'un comme Kabila, ce sera soit la CPI, soit en tout cas des sanctions terribles qui arriveront vis-à-vis de ce dernier, parce que la violation des droits de l'homme est devenue une religion au Congo. L'ANR, l'Agence nationale de renseignement, à laquelle moi-même j'ai eu affaire lorsque j'étais à l'aéroport de Njili, qui est probablement considéré comme le service secret africain le plus meurtrier et qui bafoue le plus les droits de l'homme, on sait qu'il y a un certain nombre de morts imputables à ce service qui est sous la direction, clairement, de M. Kabila. Et sans parler du crime contre l'humanité au XXIe siècle qui se déroule sous nos yeux, sous notre silence, tous les jours. Au Kivu, on parle de plus de 6 millions de morts, donc de femmes violées, de femmes déchiquetées à l'hymen, au vagin, arrachées, du sida qui est diffusé comme de l'eau à ces femmes-là, comme arme de guerre, parce qu'on sait très bien que quand on détruit une femme, on détruit une civilisation par la suite. Donc Kabila a des millions de morts sur la conscience, et il savait qu'il avait besoin d'être face, ou du moins de pouvoir collaborer, d'avoir comme successeur quelqu'un qui ne serait pas un opposant viscéral à ce dernier. Et donc, je n'ai pas dit ça. Je dis juste qu'il avait en face de lui un homme qui s'appelle Fayulu, qui d'ailleurs, il faut quand même le préciser, était le favori, le chouchou des Occidentaux. Parce qu'il faut aussi qu'on analyse dans le fond la scène politique congolaise. Pendant des années, Kabila a été un intermédiaire pour la classe politique internationale avec lequel on savait qu'on pouvait travailler. C'était considéré comme un occidentalo-compatible, et qui laissait le pillage des matières premières et des ressources minières se faire au Congo. Et puis il arrive un moment où, comme les Occidentaux sont parfois aussi à l'écoute du peuple, ils se sont dit Kabila commence à devenir de plus en plus impopulaire. Et donc il faut qu'on puisse lui trouver un successeur. Et donc quand Kabila s'est senti lâché par ses anciens sponsors, Kabila a brandi la carte à laquelle personne de sérieux ne peut croire, qui était la carte du souverainisme, du panafricanisme, le même qui collaborait avec ces mêmes Occidentaux auparavant. D'accord ? Et donc il s'est rapproché de la Chine, il s'est rapproché d'autres pays, et il a commencé à être dans une démarche d'avoir des sorties anti-occidentales viscérales. Et lorsque la classe politique a été désignée pour pouvoir se présenter aux élections, et je terminerai par là, les deux courants majoritaires, il y avait Félix Tshisekedi, qui est connu pour être quelqu'un de conciliant, quelqu'un avec lequel on peut discuter, avec lequel on peut échanger, et Fayulu, qui était très offensif vis-à-vis de Kabila, et qui avait juré au peuple que s'il arrivait à accéder à la magistrature suprême... Qui a toujours été offensif.
Il a d'ailleurs connu la prison. Oui, comme des millions de gens en Afrique. Bien évidemment qu'il a toujours été offensif. Mais j'ai envie de vous dire que le père de Tshisekedi aussi, c'est pas la question. Ce que je suis en train de vous dire simplement, c'est que quand on est un homme comme Kabila et qu'on a face à soi deux adversaires et qu'il faut en faire un, Kabila est le faiseur de roi de cette élection. Et il a compris qu'il était nécessaire de prendre celui qui lui poserait le moins de problèmes. Il y a eu évidemment un accord entre Kabila et Félix Tshisekedi, tout le monde le sait aujourd'hui, et la condition c'était on te met président, mais tu ne touches à rien de l'intérieur de la maison. C'est ce qui a été fait, et maintenant Kabila se retrouve dans une paralysie, Tshisekedi se retrouve dans une paralysie structurelle, une paralysie politique, parce que je pense qu'il a foncièrement envie de bien faire, mais il est face à quelqu'un qui a vu la politique avant lui, et qui maîtrise la politique bien plus que lui sur ce terrain-là, et j'espère qu'il s'en sortira. Dans ce schéma-là, que fait-on des aspirations du peuple congolais, qui quand même a clairement exprimé son rejet de la gouvernance Kabila, parce que le candidat de Kabila, excusez du peu, avec tout ce qu'il y a eu comme possible remise en cause de ce scrutin-là, est arrivé troisième. Il y avait quand même deux candidats d'opposition en tête du scrutin présidentiel. Déjà, on ne sait pas par quelle alchimie Kabila garde la majorité dans les deux chambres. Et on a dit c'est les accords. Aujourd'hui, que fait-on des aspirations du peuple? Les aspirations du peuple ne peuvent être atteintes que si le peuple lui-même se prend en charge. Et ça passe par un facteur qu'on a tendance à mettre de côté, c'est l'éducation. Pourquoi je dis que c'est l'éducation? Il y a des sujets, lorsque vous ne les saisissez pas totalement, vous n'êtes pas en mesure de les défendre. Et une population mieux éduquée, une population... quand je parle d'éducation, attention, je tiens à préciser que ce n'est pas une affaire de master, doctorat, non. C'est une affaire d'être conscient de tout ce qui concerne le citoyen. Que ce soit dans la langue officielle, que ce soit dans la langue que chacun parle localement. Et ça, j'ai envie de dire, les médias sociaux peuvent beaucoup aider à cela. Je vous donne un exemple simple, c'est une parenthèse. Si vous, à Sika TV, vous voulez sensibiliser, j'ai vu une de vos émissions tout à l'heure sur, je crois, les fistules obstétricales, vous faites un résumé de cette émission en 2 minutes et vous la faites dans chacune des langues du Bénin, du Togo, et vous la envoyez sur WhatsApp ou je sais pas, Facebook. Vous avez mieux informé que des gens qui feront des colloques, des séminaires, où viendront les élites. Voilà, donc c'est la même chose pour ce qui concerne la politique. Il faudrait que les gens soient davantage conscients que leur vote, ce n'est pas l'oncle qui vit à Kinshasa qui est venu nous rendre visite en nous donnant chacun quelques dollars et qui nous dit « Ah, on doit voter pour ce monsieur-là, on va le suivre les yeux fermés parce qu'il nous donne ces dollars-là. » Non, il faudrait qu'on sache que une fois que telle personne est au pouvoir, déjà son histoire, voilà ce qu'il a eu à faire. Parce qu'il y a des gens qui ont des beaux discours quand ils sont opposés. Une fois qu'ils sont au pouvoir, ils font pire que ceux qu'ils ont remplacés. Donc, il faudrait qu'on voit déjà dans son histoire, voilà ce qu'il a eu à faire. Donc, il est plus ou moins crédible. Et s'il arrive là, il a pour intention de faire ci. Et là, on parle de accountability. Il rend compte à chaque fois, s'il ne fait pas ça, on se lève, on se met dans la rue. Pacifiquement, moi je préfère. je ne suis pas pour les casses. Donc, je pense que c'est ce travail-là qu'il y a à faire. Mais les élites, et ça c'est dans tous les pays, ont intérêt à ce que le peuple reste toujours à un niveau de conscience ou d'éducation assez bas pour pouvoir continuer à être manipulé. Mais ça commence à changer. Et je pense que c'est la solution pour un pays comme la RDC qui est déchiré par autant de conflits. C'est comme la RCA. Je ne pense pas que l'armée congolaise ait les moyens de contrôler tout son territoire qui est très vaste. Et l'on sait que des pays comme la RDC, le jour où ils se réveilleront, ils se lèveront, je crois que ce sera le point de départ pour le réveil du reste du continent. Donc on a intérêt à la maintenir dans cette position-là. C'est du rêve, parce que même si le peuple était éduqué, le destin des élections était déjà tracé avant que les votes même puissent être comptabilisés, si tant est qu'ils aient été comptabilisés. Mais même le score... L'éveil de conscience peut permettre de savoir aussi là où ça foire au niveau de l'élection. Mais tout le monde sait. Tout le monde sait où ça foire. En fait, j'ai l'impression vraiment qu'on est... Moi, je veux bien qu'on fasse le cercle des poètes disparus. On peut le faire. Mais on sait pertinemment comment les élections se sont déroulées. On sait très bien que Kabila a décidé de l'ordre en tant que tel et que, à la limite, rien n'a été comptabilisé. Et maintenant, pour revenir sur l'oncle, vous ne pas voter pour l'oncle qui vous donne de l'argent. Mais malheureusement, la politique à l'africaine n'est pas la politique à l'occidentale.
depuis toujours, les gens votent de manière régionaliste, de manière tribale, de manière ethnique. Même parfois, quand ils sont éduqués, c'est de cette manière dont ils fonctionnent. Mais parce que si je prends l'exemple du Bénin, la dernière présidentielle, il y avait des gens qui scandaient dans la rue on bouffe l'argent de Zinsou à l'époque, mais on voudrait Talon. Mais ça, c'est le slogan fondamental qui a été fait, mais c'était autre chose. Il y avait d'autres conditionnalités qui ont fait que Zinsou n'a pas été élu, parce que tout le monde savait que Zinsou, c'était le pouvoir de la France qui était imposé au Bénin. Et c'est pour ça que même s'il y avait de l'argent qui était donné, ils ont pris l'argent. Mais le Béninois a une fierté. Le Béninois a une fierté. Oui, mais des gens n'étaient pas forcément éduqués. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est qu'il y avait des gens du prolétariat qui étaient présents, mais qui, de manière intrinsèque, se disaient, et intuitive, se disaient qu'ils n'allaient pas voter pour Zinsou parce que c'était le candidat de l'étranger. Mais juste, je conclue sur ça parce que c'est important. Moi, je pense que le vrai problème, il a dit tout à l'heure, c'est important, on est dans les débuts du président Tshisekedi. Arrêtons toujours de vouloir tirer des conclusions définitives, des conclusions hâtives d'un règne politique alors qu'on est dans les premiers instants. On ne peut pas parler du destin d'un être humain uniquement à partir du moment où on le voit bébé. Laissons le bébé grandir, et c'est le cas de le dire, c'est un grand bébé, Félix, sur le terrain politique, on peut le dire aussi. Laissons-le grandir, voyons voir ce qu'il va être capable de faire. Il y aura de toute façon un moment où Kabila sera obligé de lâcher un petit peu la prise pour que la situation politique puisse être crédible, ou contraint, bien évidemment. Est-ce que le retour des exilés politiques peut représenter, pourquoi pas, un soutien potentiel pour Félix Tshisekedi? C'est déjà énorme. Ouais, pourquoi pas. Je pense que quelqu'un qui est loin de son pays, personne n'aime ça, et qui a l'opportunité de revenir, il ne reviendra pas avec, comme on dit, crocs et griffes dehors. Non, il reviendra pour essayer d'écouter et d'apporter sa contribution à celui qui lui a permis de rentrer. Parce que la tête a changé. Peut-être que le système n'a pas encore changé, voilà. Mais au moins, la tête a déjà changé, c'est un début. Voilà. On ne parle pas des prisonniers politiques qui sont tous libérés. Il veut tous les libérer, c'est pas encore le cas, mais il veut tous les libérer. Essayons de nous concentrer sur ce qui est fait de bien aussi, et pas toujours se concentrer uniquement sur ce qui va mal. Et ça aussi, c'est un état d'esprit qu'il faut qu'on soit capable de changer. Tshisekedi est en train d'essayer de faire des efforts, un minimum, en fonction de sa marge de manœuvre. Voyons voir jusqu'où ça va aller. Et au bout d'un an, on pourra tirer un bilan, lui tirer dessus si vous voulez, quand ça n'ira pas. Si Angle de Vue vous a reçu, c'est parce que Angle de Vue est bien évidemment conscient. On est d'accord dessus. Mais quand je parle de ça, je ne parle pas de vous. Je parle de l'ensemble, de l'état d'esprit. De manière générale, c'est pas une pierre dans votre jardin, mon frère. Alors, Macky Sall réélu pour un deuxième mandat qui tend la main à l'opposition. Votre avis déjà sur, je dirais, le déroulé du scrutin électoral? Non, mais Macky, c'est pareil. Macky, c'est comme Kabila. C'est-à-dire que les élections étaient déjà effectuées avant que le vote puisse être... Bon. Oui, et il y a une maladie en Afrique qui s'appelle le virus du premier tour. C'est-à-dire que beaucoup de gens commencent à en être atteints. Chaque président sortant sait que si au premier tour, son candidat ou lui-même n'est pas élu, au second tour, il y aura une coalition de toute l'opposition contre lui et donc il va sortir. Donc tout est fait pour truquer, j'ai envie de dire, le premier tour et donner la sensation que le champion sortant, quand bien même il peut être extrêmement impopulaire, eh bien le champion sortant arrive premier avec des scores spectaculaires. C'est comme Biya qui a eu combien aux dernières élections? 150%, combien? 71%. Voilà, 71%, alors qu'il suffit de connaître un peu le Cameroun, j'ai travaillé un certain temps, tu es Camerounais mon frère. Les Camerounais savent que Paul Biya n'est pas le champion du monde de la démocratie, il n'est pas l'amoureux du peuple. Mais donc je termine par là, je ne veux pas créer de problème à la chaîne en disant ça. Mais en ce qui concerne Macky Sall a gagné, évidemment, parce que c'est sa stratégie depuis le départ, et même avant qu'il soit candidat pour la première fois. Là où tout le monde était en train de se battre, ils étaient tous en train de se battre entre eux, Macky Sall avait commencé à financer, à arroser un certain nombre de gens dans différentes régions du pays qui étaient parfois laissés pour compte. Il a commencé sa campagne très longtemps avant. Et en étant aux manettes du pouvoir, il a commencé cette campagne encore plus tôt. Premier point. Ensuite, on sait que la commission qui surveille les élections, quoi qu'on puisse en dire, même s'il peut y avoir des représentants de diverses partis, mais ceux qui ont les manettes définitives de tout ça, c'est l'équipe de Macky Sall. Le Conseil constitutionnel, le représentant, le président de ce Conseil constitutionnel est nommé par qui ? Par Macky Sall. Donc on sait comment les règles sont définies. Il y a eu en face de lui un tri qui a été fait. Le candidat le plus dangereux, l'opposant le plus dangereux à Macky Sall, c'était pas Ousmane Sonko, c'était Khalifa Sall. Et Khalifa Sall a été incarcéré. Karim Wade, qui lui aussi était dangereux, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il jouit encore d'une popularité au Sénégal, était dangereux, il a été mis de côté. Et on a mis en face
Tout le monde sait qu'Idriss Seck ne pouvait de toute façon rien faire. Et Ousmane Sonko, tant populaire qu'il est sur les réseaux sociaux, malheureusement, les réseaux sociaux, c'est pas toujours la politique du réel. Et on le voit dans la situation d'aujourd'hui. Mais je pense que c'est un futur grand espoir de la politique du Sénégal. Je lui souhaite en tout cas. Un mot sur le Sénégal? Oui, c'est bien que Kémy ait parlé de l'arrosage opéré par Macky Sall, mais je voudrais que les Africains, de plus en plus, que nous allions plus loin. Ce serait bien de pouvoir quelquefois prouver, je sais que c'est pas évident parce que des fois c'est les coulisses, mais qu'on puisse prouver ces choses et mettre à nu de telles pratiques. Cependant, je vais prendre le pour et le contre. Le pour de Macky Sall, c'est que quand même il a lancé des projets infrastructurels et nous, au niveau d'Afrobaromètre, on a enquêté là-dessus, sur la vie des Sénégalais, sur ces jeux-là, le nouvel aéroport, les maisons religieuses, le terre à Dakar, etc. Et puis des routes et tout. Et près de 80% de la population était d'accord avec. Bon, alors est-ce que ça a joué au niveau de l'élection ou pas, je ne sais pas, mais effectivement, même si la population le soutenait pour ces chantiers-là, est-ce que forcément il serait élu? C'est le point d'interrogation. Et donc, pour avoir une élection équitable, il aurait fallu, je pense, que Khalifa Sall, le maire de Dakar, soit là, que Karim Ouad soit présent aussi, et qu'on puisse dire... Mais s'il y a des affaires comme ceux-là, est-ce qu'on... Il n'y a pas des affaires contre Macky Sall? Ben voilà. Vous dites? Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas des affaires contre Macky Sall? Ça, je ne sais pas. Voilà. Si on est sûr qu'on est favorable dans l'opinion publique, on ne doit pas avoir peur de qui que ce soit. Voilà, c'est ça. Mais bon, en même temps, quelqu'un a dit la politique, c'est pas une expression bédinoise, c'est pas le voir bébé. Donc c'est pas une affaire d'enfant de cœur. Et maintenant, la main tendue, est-ce qu'elle est réelle? Il peut tendre la main jusqu'à la fin du mandat. Et c'est peut-être quand il sera prêt à prendre la peau de descamps, peut-être qu'il va dire ok, je vous libère. On attend de voir ce qui va se passer. Kémy Séba, un mot sur le Bénin. Visiblement, pour la première fois depuis la conférence de 1990, il y aura une élection sans opposition. Je pense que l'élection n'aura pas lieu. Je pense qu'elle va être reportée parce que, objectivement, les choses ne peuvent pas se dérouler dans ces conditions. Je ne suis pas certain que tout peut être imputable au président Talon. Je pense qu'il y a aussi des gens dans son entourage, parfois peut-être, qui font de l'excès de zèle et qui ne sont pas forcément en harmonie avec ce qu'il veut. Après, on peut lui arroger toute responsabilité. C'est un débat interne ou externe. Chacun aura son avis dessus. Par contre, il y a une chose qu'il faut qu'on rappelle, c'est qu'initialement, le président Talon voulait qu'il puisse y avoir les élections qui seraient couplées. C'est-à-dire qu'il y aurait les législatives, les municipales, les présidentielles qui seraient faites dans un espace-temps réduit. Et l'opposition a crié au loup en disant non, nous ne voulons pas, nous ne voulons pas, nous ne voulons pas. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, si les élections sont repoussées, chose qui paraît très probable, parce que dans aucun État démocratique, et le Bénin est un État démocratique, quoi qu'on puisse en dire, on ne peut accepter que toute l'opposition soit mise de côté, soit exclue. Donc on va vers un décalage des élections, je pense. Et donc ce glissement peut aller vers peut-être ce qu'initialement, dans ce cas Talon l'aurait souhaité, parce que c'est ce qu'il voulait au départ. Donc il joue à ce jeu-là. Donc soit il joue à ce jeu-là, soit il y a la maladresse peut-être de son entourage. Moi je ne dis rien, je ne porte pas d'accusation, mais je dis simplement que, évidemment que les élections, à mon sens en tout cas, n'auront pas lieu dans des conditions requises actuellement. C'est pas quelque chose d'envisageable. Je dis aussi que quand on est sûr de son bilan, on est sûr de son action, on doit être capable de laisser tout le monde se présenter, tout le monde s'exprimer, tout le monde se faire entendre. Mais aujourd'hui, il y a une spécialité en Afrique, c'est qu'il y a soit les dictatures officielles, soit il y a les démocraties dictatoriales. Donc, dans les deux cas, il y a toujours le mot dictature à la fin. Et je pense qu'il faut aussi qu'on soit capable de faire, que notre classe politique soit capable de faire une introspection. Moi, je pense que le président Talon est un président objectivement très brillant, l'un des plus brillants que le Bénin n'ait jamais eu depuis un certain nombre d'années, sincèrement. Mais être brillant ne signifie pas être un bon leader ou un bon dirigeant. Il faut être capable d'écouter tout le monde, il faut être capable de faire avec tout le monde, avec toutes les forces, même celles qui peuvent parfois nous déranger. Et donc j'espère qu'il pourra entendre raison sur ce terrain et qu'on pourra aller vers un consensus où le meilleur gagnera objectivement, et on ne sera pas simplement dans des trucages qui permettront soit d'exclure les uns ou alors de faire en sorte que le débat soit dès le départ vicié. La démocratie béninoise en danger, et Victor Emmanuel, le mot là-dessus. Déjà dire qu'il y aura cette élection ou pas, au moment où nous sommes en train de faire cette émission, il y a des discussions en cours, des décisions vont être prises, donc je préfère attendre, voir ce qui en sortira. Maintenant, les faits, c'est que au niveau
de la population, et là je reviens vers les chiffres d'Afrobaromètre, c'est que les institutions envers lesquelles la population a le plus confiance, c'est les chefs coutumiers, les chefs religieux. Ça, c'est nos chiffres qui le disent, sans aucune manipulation. Le président de la République, les députés, la police, les magistrats viennent très loin dans le classement. Bien. Autre fait, c'est que lors de la tentative de révision de la Constitution, 52% des Béninois étaient contre. Révision de Constitution visant à passer au mandat unique, 52% de Béninois étaient contre. Et là, l'enquête a été menée en fin 2016, Talon arrive en avril 2016. Donc quelques mois après déjà, les gens commençaient à avoir une sorte de rejet vis-à-vis de lui. Si la même enquête, la même question était posée aujourd'hui, j'ai peur que le chiffre soit beaucoup plus élevé. Donc là, ce sont les faits. Maintenant, mon analyse personnelle, c'est que quel que soit le chef de l'État que vous aurez à la tête du pays, il sera critiqué. Personne ne peut faire l'unanimité. Il a son style de gouvernance qui est différent du style de son prédécesseur. Le style du prédécesseur était différent du style de celui qui avait avant. Tout à fait. Et à chaque fois, il y a des plaintes. Donc, c'est peut-être l'occasion aussi, à la fin, le peuple peut tirer le bilan et dire on a expérimenté ceci, 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 et pour le prochain, on verra. Et qu'on arrête de voter pour faire partir, mais qu'on vote pour un programme. Voilà. Attention à la dictature des sondages. Hein. Vous êtes Victor. Parce que les sondages ne disent pas toujours la vérité. Emmanuel Ekwa, BB3, vous êtes journaliste, coordinateur de la communication. De la communication Afrobaromètre pour l'Afrique francophone. Face à vous, Kémy Séba, président ONG Urgence panafricaniste. Messieurs, merci d'avoir été sur ce plateau. Merci. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission Angle de vue. D'ici là, portez-vous bien.